Donc, je vais vous présenter l'usage des drogues à des fins thérapeutiques et notamment les aspects juridiques. Donc, dans un premier temps, dans le cadre de cet exposé, je vais vous présenter la réglementation applicable en matière de stupéfiants. Nous verrons que celle-ci est essentiellement réglementée au niveau international et notamment par les Nations Unies. Puis, lorsqu'on ne parle pas de stupéfiants, on peut aussi parler de médicaments, et donc je vous présenterai également la réglementation applicable. Celle-ci est plutôt réglementée au niveau de l'Union européenne. Et enfin, comme on vous l'a dit dans le cadre de l'introduction, il y a évidemment un croisement, et parfois les chemins se croisent entre les médicaments et les stupéfiants, par exemple en matière de traitement de substitution, ou un autre exemple qui est le cannabis à usage médical. Donc, je vous l'ai dit, les stupéfiants, c'est essentiellement réglementé au niveau international. Historiquement, il y a une convention internationale sur l'opium qui est sortie en 1912. Et donc, les Nations Unies ont directement émis la volonté d'interdire le trafic illicite de stupéfiants, notamment en matière d'opium, de morphine et de cocaïne. Cette convention a directement limité l'usage des drogues aux seules fins médicales. En Belgique, à titre illustratif, au départ, tout ce qui était stupéfiant était réglementé par les dispositions relatives à l'art de guérir. Et puis, suite à cette volonté internationale de développer une matière spécifique en matière de stupéfiants, la Belgique s'est dotée de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. Au niveau des Nations Unies, la matière a évolué et ils se sont dotés de 3 conventions, qui est la Convention unique de 1961, celle de 1971, donc la première vise les stupéfiants, la deuxième vise les psychotropes, et la troisième, celle de 88, vise de manière générale les stupéfiants ou les substances illicites. Ces conventions visent à réprimer un ensemble de comportements qui sont notamment la détention, donc la simple détention de stupéfiants, l'achat, la distribution ou la mise en vente. Donc ce n'est pas uniquement la vente de stupéfiants, mais c'est aussi la simple détention. Elle prévoit des peines de prison, donc on est directement dans un cadre pénal, mais prévoit également des alternatives en matière de répression, qui est le traitement, l'éducation, la post-cure, la réhabilitation ou la réintégration sociale. Ces conventions classent les stupéfiants en fonction de leur dangerosité pour la santé publique, et notamment eu égard à leur valeur addictive, mais également eu égard à leur valeur thérapeutique. Alors cette classification a été fortement critiquée parce qu'elle ne tient pas compte de certaines habitudes et de certaines spécificités à certains pays. On pense par exemple à l'opium et aux traditions qui s'y attachent. En tout état de cause, on sent que ces conventions bloquent et empêchent une certaine évolution des matières pénales et des législations pénales applicables au sein de certains États membres. Par exemple, le cannabis a toujours été classé dans le tableau 1, donc qui concerne les substances qui ont une forte dépendance, qui sont susceptibles d'avoir une forte dépendance addictive et qui parallèlement n'ont aucune valeur d'un point de vue médical. Et donc cette substance était dans le tableau 1 et le tableau 4, et maintenant, récemment, donc en décembre 2020, je pense, il y a une transformation parce que cette substance ne se trouve plus dans le tableau 1, mais uniquement dans le tableau 4, et en ce sens, on lui reconnaît une certaine valeur médicale. Donc là, on voit, c'est également la même classification qui est d'application pour la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, et il en est de même pour celle de 88. Les conventions des Nations Unies bloquent les États membres au niveau de la possibilité de dépénaliser la consommation de stupéfiants, puisqu'elles imposent aux États membres, et je vous ai mis à titre illustratif l'article 4, de prendre des mesures en vue de réprimer le trafic de stupéfiants, mais elle prévoit tout de même qu'on puisse utiliser ces substances à des fins médicales ou scientifiques. En définitive, les conventions des Nations Unies donc, sont marquées entre cette
ambivalence entre volonté de réprimer le trafic de stupéfiants. On a parlé Nixon dans les années 70 parlait de guerre contre la drogue, et cette volonté de réprimer l'usage problématique de drogue, puisqu'ils estimaient que ça constituait un fléau pour l'individu et un danger économique et social pour l'humanité, tout en garantissant l'accès des stupéfiants à des fins médicales, puisque ces conventions reconnaissent que les drogues peuvent être indispensables pour soulager la douleur et la souffrance. Il y a quand même une évolution, puisque on s'est bien rendu compte, après plusieurs années depuis l'adoption de ces conventions, que la répression pure et simple ne fonctionne pas et qu'il convient donc d'abroger les lois punitives qui ont des incidences négatives sur la santé ou qui risquent de créer des discriminations, et notamment celles qui visent à réprimer la simple consommation de drogue en vue d'un usage personnel. Je vais retourner en avant. Hop, voilà. Alors, c'est important, et j'ai pris le temps de vous expliquer ces conventions des Nations Unies parce qu'elles marquent d'une part la législation des États membres, mais elles marquent aussi la législation de l'Union européenne, puisque l'Union européenne ne classifie pas les drogues, mais se réfère en matière de trafic de stupéfiants aux conventions des Nations Unies. Et donc, tant que ça ne bouge pas au niveau des Nations Unies, ça ne bouge pas au niveau de l'Union européenne, et a fortiori, ça ne bouge pas au sein des États membres. Maintenant, on voit quand même qu'il y a des évolutions qui se font indépendamment des évolutions au niveau des Nations Unies, puisque on connaît de nombreux États qui commencent petit à petit à encadrer la consommation de stupéfiants, que ce soit par rapport au cannabis ou par rapport à d'autres substances, notamment en Uruguay ou au Portugal. Au niveau national, donc, c'est la loi du 24 février 1921 qui réprime un ensemble de comportements tels que l'importation, l'exportation, le transit, la fabrication, la vente, la détention, l'offre en vente de substances stupéfiantes. C'est assez particulier parce que en Belgique, la loi du 24 février 1921 renvoie au roi, donc au Conseil des ministres, notamment au gouvernement, le soin de réglementer tout ce qui concerne les stupéfiants. Et donc, la classification des stupéfiants doit être adoptée par arrêté royal. En d'autres termes, la loi réprime un ensemble de comportements qui visent les substances stupéfiantes, et la notion de substance stupéfiante est définie par un arrêté royal, ce qui permet au gouvernement d'adopter plus facilement des modifications et donc de suivre un peu l'évolution des substances stupéfiantes dans le cas, parce qu'on sait que la loi est toujours un peu en retard par rapport à ce qui circule sur le marché, et donc le gouvernement peut rapidement modifier l'arrêté royal du 6 septembre 2017 pour encadrer et réprimer d'autres substances qui n'auraient pas été visées par celle-ci. Bien sûr, le fait de renvoyer au roi, mais c'est assez spécifique en Belgique, pose des questions au niveau démocratique, puisque la loi est adoptée par le Parlement, alors que le gouvernement peut se doter d'un arrêté royal sans passer par celui-ci. En tout état de cause, tout ce qui n'est pas stupéfiant est susceptible d'être encadré par la loi sur les médicaments, qui est la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, et qui comprend également un arrêté royal numéro 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir. Donc les médicaments. Tout d'abord, avant de rentrer dans les dispositions légales applicables, il faut se rendre compte que le droit aux soins et aux médicaments et le droit à un traitement est susceptible de constituer une composante relative au droit au respect de la vie privée qui découle de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les obligations positives des États membres, c'est l'autre facette du penchant au respect de la vie privée, puisque on sait que le droit au respect de la vie privée, c'est tout d'abord l'interdiction pour les États de porter des ingérences injustifiées aux droits et libertés des personnes concernées. Ça, c'est le volet négatif. Donc, les États ne peuvent pas, de manière injustifiée, avoir des ingérences dans les droits au respect de la vie privée des personnes concernées, mais parallèlement, ils ont l'obligation positive d'adopter des mesures en vue de garantir le respect de la vie privée des personnes concernées. Dans la vie privée sont également inclus le droit à la vie et à la santé. Et donc, il y a eu plusieurs arrêts qui visent à déterminer ce qu'on
peut comprendre comme étant une obligation positive des États membres. Et la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que le droit à la santé et le droit aux soins médicaux n'est pas absolu, que ça dépend de la marge d'appréciation des États membres, qu'elle dispose d'une marge d'appréciation assez importante, et que ça doit s'analyser de manière proportionnée eu égard aux intérêts en présence. Et donc, je vous ai pris deux exemples qui sont les traitements de substitution. Ici, il s'agissait d'une personne qui voulait bénéficier de traitements de méthadone, si je me souviens, en prison, et la Cour a considéré que le fait de refuser ce traitement de substitution ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée de la personne concernée. Et donc il n'y avait pas de violation de l'article 8 parce que l'État membre en question avait analysé les risques que représentait ce traitement de substitution pour la personne concernée et que ce n'était pas disproportionné de lui interdire de bénéficier de ce traitement. De même, la Cour a été saisie d'un litige relatif au cannabis médical. Là, c'est une personne qui revendiquait le droit d'obtenir du cannabis à des fins médicales et la Cour a considéré, ici c'est un peu particulier parce qu'elle a estimé que la requête était irrecevable au motif que la personne concernée n'apportait pas suffisamment de documents médicaux individualisés qui permettraient de considérer que le traitement qu'elle souhaitait obtenir était le seul qui était possible pour guérir le souffre pour guérir son souffre. Et donc la Cour a considéré qu'il n'y avait pas d'appréciation individuelle suffisante et que l'ensemble des documents généraux qu'elle avait déposés dans le cadre de sa requête ne permettaient pas de considérer qu'il y avait une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. De tout ça, vous pouvez retenir que le droit aux soins est donc une composante de l'article 8, que ça c'est inclus dans le droit à la santé qui repose sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et que ce droit n'est pas absolu, qu'elle dépend de la marge d'appréciation des États membres qui s'examine dans le cadre d'un rapport de proportionnalité. J'en viens aux dispositions légales applicables. Donc, en Belgique, c'est la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments qui encadre la notion de médicament à usage humain. On voit que c'est toute substance ou composition qui est susceptible de corriger, modifier, restaurer les fonctions physiologiques. Et il faut que cette substance exerce une action pharmacologique, immunologique ou métabologique. Pour qu'un médicament puisse être mis sur le marché, il faut qu'il bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché, donc il doit être demandé dans le cadre d'une procédure auprès de la FMPS. La loi prévoit également et encadre à des fins strictement limitées qui peut délivrer des médicaments. Ce sont les pharmaciens, les médecins ou les praticiens de l'art dentaire, donc les dentistes. Les dispositions légales relatives aux médicaments sont en réalité encadrées par des directives européennes et donc les États membres ne peuvent pas dépasser la marge de manœuvre dont elles disposent puisque la loi nationale se doit de respecter la directive européenne applicable en la matière et la CJUE rappelle à cette occasion qu'un médicament doit être apte à restaurer ou corriger ou modifier de manière significative des fonctions physiologiques chez l'homme. Et l'Union européenne, enfin la Cour de justice, rappelle que c'est aux États membres d'apprécier au cas par cas si, en fonction des caractéristiques du produit, de sa composition, de ses propriétés, mais aussi de l'état actuel des connaissances scientifiques, d'apprécier si on peut qualifier ou non un produit de médicament. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est un produit à base de plantes médicales. Ici, la Cour a considéré qu'il n'y avait pas d'effet suffisant que pour considérer qu'il s'agissait d'un médicament et que donc on ne pouvait pas qualifier ce produit de médicament, mais on devait le qualifier autrement. Et ça a des conséquences puisque le fait de qualifier un produit de médicament ou non implique l'obligation de respecter certaines dispositions, notamment par exemple l'obligation d'avoir une autorisation de mise sur le marché. Or, l'Union européenne est gouvernée par les principes de liberté de circulation des marchandises. Et donc, en imposant des dispositions ou en imposant le fait de devoir respecter les dispositions relatives aux médicaments, l'État membre empêche à ce produit de circuler de manière libre et, en ce sens, porte atteinte aux droits de l'UE. Oui, j'ai appuyé sur fin. Je recommence. Voilà. À l'inverse, ici, il s'agissait d'un
cannabinoïdes classés dans la catégorie des médicaments douteux. La Cour a considéré qu'il ne pouvait pas s'agir d'un médicament parce que cette substance n'avait pas, selon la Cour, vocation à avoir, la finalité poursuivie par la substance était une finalité purement récréative et que le simple fait qu'il produise des effets visant à modifier des fonctions physiologiques sans qu'elles soient aptes à entraîner des effets bénéfiques immédiats ou médians sur la santé humaine ne permet pas de qualifier le produit de médicament. Donc en d'autres termes, le fait d'utiliser du cannabis, même s'il pourra avoir des vocations médicales, mais qui n'est pas utilisé à cette fin-là, ne permet pas à l'État membre en question de qualifier le produit de médicament. C'est donc bien la finalité de l'utilisation du produit qui permet de le qualifier ou non de médicament, ce qui veut sous-entendre aussi qu'on ne peut pas, de manière détournée, utiliser une réglementation pour faciliter la mise sur le marché d'un produit qui n'est pas autorisé par l'Union européenne. J'en viens à ce qui est susceptible de plus vous intéresser, à savoir la rencontre entre la notion de stupéfiant et de médicament. Donc, la notion de stupéfiant et de médicament est en réalité un peu ambivalente en fonction de la finalité dans laquelle le produit est utilisé et en fonction de savoir si la réglementation permet ou réglemente l'usage de la substance en question. Donc on voit par exemple que la morphine, codéine ou plus récemment en Belgique l'eskétamine ont été encadrés et peuvent être délivrés par des praticiens sous réserve du respect des dispositions légales applicables, mais bien entendu, parallèlement, ils se doivent de respecter les règles relatives au transport, l'entreposage ou la délivrance, par exemple. Donc, autrement dit, par exemple, lorsqu'on parle de salle de consommation à moins de risque ou salle de shoot, ce n'est pas parce que certaines substances peuvent être consommées qu'elles peuvent être consommées partout et en toutes circonstances. La réglementation nécessite de respecter les conditions applicables. Donc, par exemple, ici, vous avez la prescription abusive de médicaments. Donc, l'article 3, paragraphe 3 de la loi du 24 février 1921 prévoit qu'on peut prescrire des médicaments tels que la morphine, mais parallèlement, les praticiens de l'art de guérir doivent s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une prescription abusive de substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes susceptibles de créer ou entretenir ou aggraver une dépendance. À titre illustratif, il y a un arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 1980 où on voit qu'un médecin a été sanctionné pour avoir délivré abusivement et de manière impropre de la méthadone à des jeunes qui invoquaient des motifs fallacieux et qui ne présentaient aucun symptôme objectif. Ici, c'est l'exemple inverse, parce qu'en fait, il y a très peu de jurisprudence sur la prescription abusive de médicaments, où on voit que c'est un médecin qui avait prescrit du Rohypnol et du Bourgaudin. Les cours et tribunaux ont considéré que le fait de prescrire des médicaments faisait partie de la liberté d'appréciation du médecin, pour autant qu'on se rapporte à sa conscience professionnelle et au jugement du médecin au moment où il a délivré les médicaments et non pas a posteriori, parce qu'à posteriori, il peut être difficile de se rendre compte si le médecin a effectivement abusé de sa liberté d'appréciation. Plus récemment, et ça a été long, mais ça a été introduit, la loi du 22 août 2002 a encadré le fait de pouvoir délivrer des traitements de substitution. Et donc, on voit que maintenant, le traitement de substitution est strictement encadré par la loi. Il faut que ça s'inscrive toutefois dans le cadre d'une thérapie visant à améliorer la santé, la qualité de vie et à obtenir, si possible, le sevrage du patient.
L'arrêté royal du 19 mars 2004 vise spécifiquement ce qu'il y a lieu d'entendre par substitution. Donc, c'est ce que je vous avais dit, la loi prévoit les grands principes et renvoie toujours au roi le soin de préciser les matières en question. Et ici, c'est la méthadone et la buprénorphine. Et donc, tout médecin peut prescrire ce type de médicament, pour autant qu'il respecte les conditions légales, à savoir, il doit par exemple veiller à l'accompagnement psychosocial du patient et il doit avoir un dossier médical dans lequel il inscrit les caractéristiques, l'évolution et aussi le mode de délivrance pour vérifier qu'il n'y a pas un abus de la part du patient. J'en viens au cannabis à usage médical. Alors, je vous l'ai dit en début d'intervention, la Commission des stupéfiants des Nations Unies l'a classé au niveau 4. Là, il y a une évolution en décembre 2020, puisqu'elle n'est plus classée dans le niveau 1, suite à une recommandation de l'OMS qui reconnaît qu'il y a un potentiel thérapeutique. Mais on voit que même si les Nations Unies évoluent difficilement, il y a quand même au niveau des États membres beaucoup d'États qui commencent à utiliser le cannabis à des fins médicales indépendamment et donc à contrario de ce que préconisent les Nations Unies. En Belgique, la loi du 24 février renvoie donc à l'arrêté royal du 6 septembre 2017 qui incrimine la détention et la culture de cannabis. De même pour l'article 61 qui précise qu'il faut se référer à l'annexe 1A. Et donc l'annexe 1A reprend effectivement la notion de cannabis en tant que mesure stupéfiante, donc que produit stupéfiant. Néanmoins, l'arrêté royal du 11 juin 2015 va vers une évolution puisqu'elle permet dans certains cas de délivrer des médicaments à base de THC, mais ne permet pas de délivrer des préparations officinales ou magistrales contenant du THC. Donc, autrement dit, il n'y a que 2 médicaments qui sont autorisés sur le marché belge, à savoir le Sativex ou l'Epidiolex, qui est à base de CBD, mais uniquement pour autant qu'il y ait une prescription médicale limitée, à savoir celle d'un neurologue. Donc s'il n'y a pas de prescription d'un neurologue, on tombe dans l'article 3.3, donc il y a la prescription abusive de médicaments, donc c'est ce que je vous avais dit au début, c'est qu'on peut délivrer des médicaments, mais qui sont dans certains cas qualifiés de stupéfiants, pour autant qu'on rencontre les exceptions, les dispositions légales applicables, et sinon on tombe directement dans la loi 1921, qui est la loi sur les stupéfiants. Et donc, à part ces 2 médicaments, le cannabis à des fins médicales n'est toujours pas reconnu en Belgique, en dépit des propositions qui sont faites au niveau des Nations Unies et d'une proposition de loi qui vise à permettre la création d'un bureau du cannabis. Et donc, c'est un bureau qui serait attaché à la FMPS, donc à l'Association des médicaments, pour contrôler la culture de cannabis à des fins médicales ou scientifiques. Ce bureau de cannabis, en réalité, ça découle de la proposition des Nations Unies qui dit « Vous pouvez effectivement autoriser le cannabis à des fins médicales pour autant qu'il y ait un certain encadrement qui soit fait sur ce produit et pour autant donc il y ait ce bureau de cannabis qui vérifie que le cannabis est bien approprié à des fins médicales. » Cette proposition de loi ne s'est jamais muée en loi, sans doute parce qu'il y a une absence de volonté politique de faire évoluer les choses. Et donc, on voit qu'au niveau du cannabis, on est toujours bloqué en Belgique. C'est un exemple parmi tant d'autres pour montrer que la rencontre entre la notion de stupéfiant et médicaments reste extrêmement lente. Je vous remercie pour votre attention.